Mesdames et messieurs, merci d'avoir effectué le déplacement pour ce point de presse organisé par la coalition Sahel Démocratie. Donc, nous allons avoir des intervenants qui vont développer des sujets tels que la violation et réduction des libertés au Sahel central, tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, par le camarade du Burkina Faso, Meksan Somé, qui est traité par les putschistes, et Ibrahim Traoré, des terroristes, alors que nous savons le jour où Ibrahim Traoré a rencontré les forces vives du Burkina, ce qu'il avait dit ce jour-là, il a retourné sa veste face à cela. Et nous aurons aussi un autre sujet qui est la crise liée à l'éventuelle dissolution des partis politiques au Mali, ainsi que la crise diplomatique suite à la destruction de drones qui sera développée par le coordinateur de la coalition Sahel Démocratie, Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain du Mali, et sous la modération du grand frère journaliste Amidou El Hadj Touré. Donc nous allons donner les mots introductifs au coordinateur de la coalition Sahel démocratique, Ismaël Sako, et après il y aura l'intervention bien sûr avec l'aide du modérateur, l'intervention du camarade Meksan Somé. Ismaël, à vous la parole. Avec votre permission, je voudrais présenter le mot introductif. Mesdames et messieurs, hommes et femmes de médias, chers invités, très chers compagnons de lutte, très estimés exilés du Sahel central ici présents et ceux du continent. En vous souhaitant l'agréable et chaleureuse bienvenue, je voudrais préciser que ce point de presse se tient à un moment très critique de l'histoire démocratique de nos pays. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont trois pays enclavés qui agonisent. En dépit de l'avènement des juntes, ces trois pays sombrent et s'enfoncent dans les violations des droits humains et les faillites économiques. Aujourd'hui, plus qu'en 2020, le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'enlisent et croulent sous le poids du terrorisme. Les groupes armés nationaux du Front National de Libération de l'Azawad au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les groupes terroristes du Génim et de l'EIGES contrôlent malheureusement une grande partie de nos territoires au détriment de nos armées qui sont délaissées, de nos armées qui sont humiliées au profit des mercenaires Wagner et Sadat. Les indices de stabilité, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan économique, sont très alarmants. Le climat délétère de l'insécurité dans nos pays, les rackets et les rançons des entrepreneurs ont provoqué la fuite des investisseurs. L'or du Sahel central ne brille plus pour les Sahéliens, mais pour les juntes, pour leurs partenaires et leurs nouveaux partenaires stratégiques et les partisans des juntes. Le coton du Sahel central ne fait plus vivre le Sahélien. Les paysans n'ont plus la quiétude nécessaire pour produire. Les routes qui mènent aux champs de coton sont coupées ou minées. Les rares récoltes sont souvent brûlées par les groupes armés terroristes en représailles. Le pétrole du Sahel central qui avait nourri un si grand espoir est aujourd'hui un mirage pour la majorité des Sahéliens. Le peu qui arrive par les eaux béninoises sert à rembourser les crédits déjà contractés et à dilapider pour entretenir les propagandistes de tout acabit, dont certains vivent grassement au bord des plus beaux lacs européens. La rareté, voire l'absence de l'électricité a contraint les petites et moyennes entreprises
et l'économie informelle à ne plus produire de la richesse. La pauvreté, le chômage et la fermeture des écoles en milieu rural ont permis aux terroristes de recruter de nombreux jeunes désœuvrés, abandonnés par les régimes totalitaires putschistes de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey. En fuyant le théâtre des opérations et en troquant le truie contre la vie d'orgie et la gabégie, les despotes Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdraman Tchani du Niger ont trahi leur serment. Le recrutement des mercenaires Wagner dans ces 3 pays du Sahel central dénote de l'échec cuisant de la politique sécuritaire des officiers félons qui ont fait le choix de retourner les armes achetées avec l'argent du peuple contre leur peuple. Les tueries et les massacres de nos populations civiles par la milice Wagner sont documentés. Les jeunes sont tenus responsables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Moi ou le chaos est la doctrine des juntes militaires. Une doctrine qui sème la désolation et la ruine. L'effort de guerre, parlons-en. Comment comprendre que des populations appauvries par la boulimie du pouvoir des régimes despotiques doivent saigner pour supporter les dépenses militaires alors que les dépenses de la présidence et des institutions augmentent de façon exponentielle? Tout pour moi et rien pour le peuple est une approche suicidaire que nos peuples ne pourront supporter sur le long terme. Par ailleurs, l'absence d'un vrai dialogue entre fils et filles d'une nation scellée par une communauté de destin a rendu quasi impossible, sous l'ère des dictateurs, la cohésion et l'unité nationale de plus en plus effritées. Devenus impopulaires et vomis par nos populations, les régimes tortionnaires et militaires de Niamey, de Bamako et de Ouagadougou se refusent d'aller aux élections pour amorcer le retour de l'ordre constitutionnel normal. Vous aurez compris que ces manquements et violations graves sont cautionnés par une justice à la solde du prince du jour. Ce point de presse d'aujourd'hui se tient au moment où des leaders d'opinion et des leaders politiques sont enlevés et torturés afin de s'aimer la terreur. Des arrestations arbitraires sont monnaie courante afin de promouvoir la pensée unique et taire les voix dissonantes. Des journalistes, vos confrères, sont envoyés en prison. Ce délit de presse n'est pas une exception, mais un mode de gouvernance. Ce délit de presse est une violation de nos constitutions. La coalition Sahel Démocratie et l'ensemble des structures à caractère sociopolitique ont certes emprunté le chemin le plus long, le chemin le plus difficile, un chemin parsemé d'obstacles, mais c'est le chemin de la délivrance. Le sursaut national qui s'organise au Mali augure d'un lendemain meilleur. À l'unisson, nous sommes une alternative crédible, gage d'espoir. Gage d'espoir pour s'aimer la graine de la réconciliation afin de récolter la paix. À l'unisson, nous œuvrons pour une liberté, une justice équitable et pour une démocratie au service du développement humain et économique. Au-dedans et au-dehors, nous sommes opposés à la guerre avec nos voisins, des frères, des pays frères. Pendant que la junte sème le chaos, nous proposons la reconstruction. Pendant que la junte prône une diplomatie d'isolement et de confrontation, nous plaidons pour l'ouverture et privilégions un partenariat multilatéral dans le respect des intérêts de nos populations et de la différence culturelle. Mesdames, Messieurs de la presse, avec vous, nous aborderons la confiscation des libertés et le cas des compagnons de lutte Newton Ahmed Barry, un journaliste de renom, et l'entrepreneur doublé de la casquette d'activiste Meksan Somé. La brouille diplomatique entre le Mali et l'Algérie suite à la destruction d'un drone malien sera débattue. L'éventuelle dissolution des partis politiques au Mali par la junte seront traités. Des témoignages vibrants vous permettront de comprendre la situation du terrain. Il s'agira donc de partager avec vous des réalités peu connues ou méconnues du Sahel central. Franck Fanon disait « Chaque génération a sa mission. Il s'agira de la réussir ou de la trahir. » En rapport avec nos relais locaux, nationaux et africains,
nous restons déterminés pour inverser le rapport de force afin de transformer la crise multidimensionnelle que subissent nos pays en opportunité de développement. Une transition civile de mission pour réconcilier nos populations et mettre en place une architecture institutionnelle crédible, à même de réussir les élections transparentes, reste la meilleure option. Car il appartient au peuple, et rien qu'à lui seul, de choisir son président et ses élus. Nul besoin de rappeler aux despotes que tout pouvoir totalitaire a souvent une fin malheureuse. Aussi, nous profitons de cette vitrine pour saluer le courage de nos camarades politiques au Mali qui ont décidé de s'assumer et de parler d'une voix majoritaire pour s'opposer à la dissolution des partis politiques. Leurs actions contribueront à sauver la démocratie et l'état de droit. Plus d'une centaine de partis politiques ont fait le choix de se retrouver pour dire leur refus à l'entorse faite à notre Constitution, une première en 5 ans. C'est aussi le lieu de saluer le courage de la diaspora du Sahel central en France, qui a manifesté massivement le 11 janvier 2025 à Place de la République, à Paris, pour exprimer leur désaccord sur la gouvernance des juntes des 3 pays du Sahel central suite à la sortie unilatérale de la CEDEAO. Au Mali, la multiplication des grèves, le ras-de-bol des populations qui haussent le ton, des populations qui grincent les dents suite à une taxe d'engraissement des Assimites est le signe d'un désaveu et du déclin d'un régime au crépuscule de son apogée. Exacerbé par 10 heures à 15 heures de coupure d'électricité par jour, et cela depuis 2023, les populations maliennes demandent de plus en plus le départ d'Assimi Goïta pour absence de résultats. Au demeurant, nous sommes convaincus que la démocratie et l'état de droit sont indispensables pour la survie et la stabilité de nos États fragiles. L'éducation, l'employabilité de la jeunesse et l'accessibilité aux services sociaux de base, soutenus par une justice impartiale, sont autant de leviers pour fixer nos jeunes, mais aussi pour les doter d'outils puissants contre le recrutement des terroristes au Sahel central. Enfin, je vous remercie infiniment pour votre présence massive, mais aussi pour la vitrine que vous nous offrez pour rendre audible notre parole. Dieu bénisse nos pays. Merci de votre aimable attention. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade président Ismaël Sako, coordinateur de la coalition Sahel Démocratie. Voilà, chers confrères journalistes, le décoil étant campé, nous allons procéder à la première. Le décoil étant campé, nous allons procéder à la première communication qui sera donnée par le frère Maxime Sommet sur tout ce qu'il a eu à subir et sur tout ce qui est aujourd'hui ces dérives qui se manifestent dans le Sahel en général et particulièrement au Burkina Faso. Monsieur Maxime. Bonjour chers camarades, bonjour messieurs les journalistes, merci à tous d'être là. Donc moi je ne suis pas un personnage public, hein, en fait, contrairement à mon ami Sako. Moi je suis un petit entrepreneur qui se débrouillait tranquillement avec mes affaires en France ici, mais j'ai toujours été patriote et j'ai continué le militantisme dans lequel j'évoluais quand j'étais étudiant, et c'était sous Thomas Sankara. Donc cet engagement-là, il m'est resté, j'ai continué à travers mes études et puis après ma vie professionnelle, et j'ai toujours participé au débat dans mon pays. Et c'est la première fois que je me retrouve mis sur une liste noire aux côtés de l'émir de Jinim au Burkina Faso, Jafar Diko, c'est vous dire quand même. Et quel est mon tort? Mon tort, c'est de continuer à informer mes compatriotes parce que, comme vous le savez,
les 3 jeunes de l'AES ont fait de l'AES non seulement une zone de non-droit, mais aussi un trou noir de l'information. À l'heure où je vous parle, il y a des gens à Ouagadougou qui ne savent pas qu'il y a un camp militaire qui a été pris hier soir. Vous voyez, tous les médias internationaux, ceux qu'on connaît très bien au Sahel central, là-bas, RFI, France 24, TV5 Monde, VOA, BBC, tout est coupé. Et les médias locaux sont bâillonnés. Le journaliste qui s'avise à sortir de la ligne du parti se retrouve au front, kidnappé et envoyé au front de force. Voilà. Et donc, du coup, plus personne n'ose parler. Et à plusieurs reprises, je me suis rendu compte qu'en fait, les seules sources d'informations auxquelles les gens ont accès, parce qu'ils n'ont aucun moyen technique ni juridique pour les en couper, ben ce sont des voix comme moi, celle de Newton Ahmed Barré qui va nous rejoindre tout à l'heure, et puis de jeunes activistes comme Naïm Touré, Oumar Koulibaly, Alassane Konombo qui est aux États-Unis. Donc, tous, nous sommes hors du pays et les gens, quand ils ont des informations, au lieu de les donner aux journalistes, ils préfèrent nous les donner à nous. Et comme ils ne peuvent pas nous faire taire, nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont mis sur une liste de terroristes recherchés de façon à faire comprendre à ceux qui vivent là-bas et qui parlaient de plus en plus de nos publications que si on les prend en train de commenter ou de publier sur nos murs, on va les envoyer au front. En fait, ce n'est pas vraiment nous qui sommes visés par cette liste-là, ce sont ceux qui s'informent sur nos pages. C'est eux qui sont visés. Et il y a déjà eu 2 personnes, dans mon cas, qui ont été arrêtées, tout simplement parce qu'elles ont partagé une publication dans laquelle je faisais du BBC, hein, quoi, quand, où, comment. Sans commentaire. J'ai donné juste des faits qui venaient de se dérouler. Ils l'ont partagé, ils sont au front. Vous voyez? Donc, ce sont les Burkinabés vivant au Burkina qui sont visés. Quelle est la situation au Burkina Faso aujourd'hui, puisque j'ai la presse en face de moi? C'est très simple. Il suffit d'aller regarder les statistiques de l'ACLED, qui sont très fiables. Vous regardez la courbe du terrorisme dans ces 3 pays-là, n'allez pas très loin, à partir de 2020. Avant que ces gens-là n'arrivent au pouvoir, et depuis qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? La situation s'aggrave. Et en réalité, les données, il faut savoir les analyser. Moi, c'est mon métier, soit dit au passage. Je suis data analyst, en fait, à la base. Donc, quand on regarde les statistiques globales, on a l'impression, et c'est vrai, que le Burkina Faso est devenu le ventre mou du terrorisme au Sahel. Mais ça ne veut pas dire que Assimi Goïta et Tiani ont de meilleurs résultats dans leur pays. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce qu'il se passe au Mali, c'est 2 choses. Premièrement, la junte, elle a fait faire beaucoup de massacres par Wagner, qui ont beaucoup renforcé le recrutement, aussi bien du JINIM que du FLA. Ils font exprès de mettre le JINIM et le FLA dans le même sac, mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Mais comme il y avait beaucoup de ressentiment à Bamako contre les rebelles suite à la rébellion de 2012, ils ont surfé sur ça, ils les ont mis dans le même sac alors qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, ce ne sont pas les mêmes personnes, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes méthodes de combat. J'attends encore qu'on me montre un exemple du FLA qui allait s'en prendre à des populations innocentes. Je n'en connais pas. À côté de ça, le JINIM opère plutôt au nord du Mali. Et par contre, au centre du Mali, la région de Ménaka, jusque vers Tombouctou, la zone des 3 frontières, c'est l'EIGS qui règne là-bas. Et Assimi Goïta, quand il est arrivé au pouvoir, pour mobiliser les Maliens du Sud contre les Maliens du Nord, il a signé en réalité un pacte de non-agression avec l'État islamique au Grand Sahara. Il a dénoncé les accords d'Alger et il est allé faire sa reconquête de Kidal par Wagner, d'abord. Ensuite, il a dit que
c'est tous des terroristes, il les a mis dans le même sac et il a commencé à faire des exactions au nord du Mali là-bas. Pendant ce temps, le GINIM, le IGS a rompu l'accord et a commencé à étendre son territoire. Parce que, en fait, au Mali, si vous regardez bien, depuis 2 ans, la plupart des affrontements opposent le GINIM à l'IGS, parce qu'ils mènent une guerre de contrôle du territoire. Vous avez quelques affrontements entre le groupe de Acharatouman, comment il s'appelle déjà, MSA, avec le IGS dans la région de Binaka. Donc le MSA souvent soutenu par Wagner et les FAMA, d'accord. Mais vous avez très peu d'affrontements directs entre Wagner, FAMA d'un côté et le GINIM ou le FLA de l'autre. Pourquoi? Parce que dans toute une partie du nord du Mali, ce qui se passe, c'est qu'il y a un concordat entre la junte, les notables locaux et les groupes terroristes. Et donc, le dernier cas qui vient d'avoir lieu, c'était à une ville qui était sous blocus depuis 2 ans, où le blocus a été levé sur la base d'un concordat. Donc les populations se soumettent à la loi du GINIM. Le GINIM et les FAMA s'évitent mutuellement, évitent de s'affronter là-bas. C'est ça que j'appelle un concordat. Vous pouvez appeler ça un Yalta si vous voulez. Résultat, les affrontements ont fortement baissé au Mali. Mais pourquoi? Parce que les Russes, après leur déculotté à Tinzaouaten, ils ont décidé de ne plus participer au combat. Maintenant, ils font de la formation et du soutien. Ils ne participent plus directement au combat. Donc du coup, c'est par rapport à ça que Assimi a décidé de jouer la pédale douce avec les GINIM, éviter les combats là-bas, à telle enseigne que la Katiba Massina, maintenant elle est au chômage technique au Mali, elle opère au Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, IB, lui, il a choisi la guerre totale en mobilisant la population civile à travers les volontaires de défense de la patrie. Bon, je vous ai signalé tout à l'heure qu'il y en a que dans volontaires de défense de la patrie, le mot important c'est volontaire. Ben, beaucoup ne sont pas si volontaires que ça. J'ai quelques amis qui y sont, je peux vous garantir qu'ils ne sont pas volontaires. D'accord? Donc, le dernier massacre qu'il y a eu lieu dans la vallée du Sourou, sur trois villes et villages, ils sont allés, ils ont recruté des forces, des jeunes dans les VDP, ils sont repartis sans les former, sans les équiper. Et il y a des vidéos qui ont circulé. Quand ils sont arrivés, il y a un des leaders, des jeunes qui leur a dit, écoutez, nous ici, nous cohabitons pacifiquement avec ceux que vous appelez les terroristes. Ils sont en brousse là-bas, nous on est dans nos villes et villages, ils nous laissent tranquilles. Nous on ne veut pas de problème. On leur a dit que s'ils ne créent pas des VDP, ils seront considérés comme des complices des terroristes. Ils ont recruté les jeunes et ils sont partis les laisser. Et évidemment, le GINIM est revenu et ça n'est pris à ces jeunes-là. Pourquoi? Parce que 2 semaines avant, c'était les mêmes VDP qui avaient pratiqué l'épilation ethnique contre les Peuls à Solenzo, qui est juste à côté. Vous voyez? Donc, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré n'a aucune stratégie claire contre les terroristes. Lui, il pense, en bon petit soldat qu'il est, ce n'est qu'un capitaine, hein, donc vous pouvez regarder son CV, il pense qu'on peut vaincre un phénomène comme ce qu'on appelle le terrorisme pour aller vite. Hein. Moi, j'appelle ça une insurrection armée, uniquement par les armes. Il ne comprend pas que, bien sûr, il faut la pression militaire sur ces groupes armés-là, mais que les moyens militaires ne peuvent pas suffire pour résoudre un tel problème. Parce que moi, je ne suis pas sûr qu'en reprenant les terminologies occidentales et en appelant ces groupes-là terroristes ou djihadistes, je ne suis pas sûr que nous nous rendons service. Je ne vois pas le point commun entre le GINIM. Déjà, entre le GINIM et le GS, je ne vois pas de point commun. Si vous voulez, on peut revenir là-dessus. Je vais vous expliquer que le GINIM, eux, ils ont un projet politique, alors que le GS, c'est un mouvement nihiliste et prédateur.
Ils n'ont aucun projet de société. D'ailleurs, la preuve, c'est l'UGS qui s'attaque le plus aux populations civiles. Les GINIM, au contraire, essayent de les séduire et de leur montrer, quand ils gouvernent certaines régions, qu'avec leur gouvernance est plus bénéfique aux populations que la gouvernance de l'État central. Eux, ils ont un projet politique. L'UGS n'en a pas. Maintenant, si vous prenez ces deux groupes-là et vous les comparez avec les groupes djihadistes qu'il y a au Moyen-Orient, que ce soit en Afghanistan, en Syrie, en Irak, ça n'a rien à voir. Évidemment que le GSPC a prêté allégeance à Al-Qaïda pour avoir plus de visibilité médiatique, mais aussi pour bénéficier de certains supports, y compris techniques, que l'EIGS aussi a prêté serment à Daesh. Mais ça, c'est pour la communication. Et puis, c'est pour bénéficier de soutien en termes de savoir-faire. Mais en fait, ce sont des groupes qui n'ont rien à voir. Nous, nos groupes locaux, quand vous regardez, ils se greffent sur des conflits locaux latents qu'ils aggravent et ils surfent sur ça. Donc, les causes du terrorisme au Sahel sont sahélo-sahéliennes. Elles ne viennent pas de l'extérieur. Ces groupes-là ne sont pas dans le djihad global. D'ailleurs, en 10 ans, ils n'ont jamais commis d'attentats hors de la zone. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'attentats à Paris orchestrés depuis le Sahel? C'est la même chose quand vous regardez les Al-Shabaab en Somalie. Eux aussi, ils n'ont jamais commis d'attentats hors de leur zone. Le seul attentat qu'ils ont commis hors de la Somalie, c'était au Kenya. Pourquoi? Parce que l'armée kenyane menait la guerre contre les Al-Shabaab en Somalie. Vous voyez? Donc, faisons attention aux terminologies que nous employons, parce que cette terminologie-là, moi, je ne suis pas du tout persuadé qu'elle s'applique aux groupes armés non gouvernementaux qui opèrent au Sahel. Et donc, si vous en prenez le vocabulaire des autres pour définir un problème, vous allez emprunter aussi les méthodes des autres pour traiter le problème. Et c'est là où les trois jeunes n'ont rien compris. Et sans vouloir les classer, je trouve que c'est Ibrahim Traoré qui comprend le moins ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que Goïta ou Tchani comprennent mieux, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire, attention. Mais Ibrahim Traoré, ça a l'air d'être le plus frustre, le plus brut, le plus brutal, le plus idiot sur cette question-là. Avec lui, dans 30 ans, on aura encore du terrorisme et d'ailleurs, il pourrait même prendre Ouagadougou. Ça, c'est sur le premier point. Maintenant, sur la question de la crise diplomatique, oui, je finis juste ça. Sur la question de la crise diplomatique née de l'abattage du drone Akinci de l'armée malienne, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas équipé pour savoir où exactement ce drone a été abattu. L'Algérie dit que c'est dans son espace aérien, le Mali dit que c'est dans son espace aérien. Les deux ont écrit au Conseil de sécurité de l'ONU, mais aucun n'a demandé que le Conseil de sécurité de l'ONU juge et tranche l'affaire. Ils l'ont juste notifié. Ce que je trouve dommage, c'est qu'avec ces trois jeunes-là, elles n'ont toujours pas compris que les affaires entre États, ça se gère entre États, c'est-à-dire via la diplomatie. Officielle ou officieuse. On a vu récemment comment est-ce que la France a résolu un peu les tensions diplomatiques qu'elle avait avec l'Algérie. Pendant que Bruno Retailleau aboyait dans les médias, Macron il a envoyé des gens, des missionnaires qui sont allés, qui ont amorti le dialogue, ils ont avancé, il y a eu des ministres qui ont fait des visites là-bas. Après, il y a une autre affaire qui est venue faire répartir l'affaire, mais ils vont traiter ça comme ça. Ils ne vont pas vous prendre à témoin dans les médias et sur les réseaux sociaux pour régler ça. Alors que chez nous, c'est la diplomatie du haut-parleur. On prend un haut-parleur, on va sur la place du marché, on aboie, on ameute ses supporters pour mettre en scène une guerre qui n'en est pas une avec un pays voisin. Les affaires d'État, ce sont des affaires qui se traitent entre États par la diplomatie dans le calme. Lorsqu'ils ont pris les 49 militaires ivoiriens, la Côte d'Ivoire n'a pas fait de spectacle.
elle a négocié calmement pour récupérer ses soldats. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je pense que, parce qu'elles se sentent illégitimes, elles se sentent obligées de toujours faire appel à la foule pour se faire acclamer, parce qu'elles imaginent que c'est la foule qui leur attribue une légitimité. La foule, ce n'est pas le peuple. D'ailleurs, ils le savent tellement bien qu'ils s'assurent que personne n'ose parler, à part leurs supporters. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le conférencier, monsieur Maxime Sommet. Chers frères, confrères, vous avez dû constater, Maxime est parti de son cas personnel vers un très large spectre sur tout le Sahel pour finalement décliner la situation au Burkina. Et sur cette situation, il s'est un peu attardé sur ces groupes armés terroristes ou djihadistes, comment ces groupes fonctionnent et quelles sont leurs accointances et comment est-ce que nos pays, c'est-à-dire les 3 pays du Sahel, comptent lutter contre ces djihadistes sans avoir la bonne formule. Du coup, il est encore revenu sur la situation qui prévaut actuellement entre le Mali et le pays frère voisin d'Algérie. Et à son entendement, comme vous l'avez constaté, il n'est pas juge, mais selon ses observations, c'est qu'aujourd'hui, ces 2 pays ont notifié ce qui s'est passé aux Nations Unies sans demander à ce que les Nations Unies tranchent cette affaire. Donc, c'est toujours, selon ces dires, pour entretenir un certain flou et continuer encore à berner le peuple, à se faire acclamer par un peuple qui ne saura ni prendre des décisions, ni apporter quoi que ce soit au développement et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc voilà un peu succinctement revenu sur tout ce qu'a développé le frère Maxime. Donc nous allons passer la parole. Mohamed, vas-y. Donc, nous allons passer à la deuxième étape qui va se répartir aussi en 2 points. Le premier point, c'est la crise politique liée à l'éventuelle dissolution des partis politiques. Et le deuxième point, c'est la crise diplomatique Mali-Algérie suite à la destruction d'un drone malien par Alger. Donc, qui sera développé par le coordinateur Ismaël Sako. Et après, Maxence Sommet peut aussi commenter. Et après, il y aura des témoignages. Voilà, moi c'est Angie, je suis journaliste indépendant. Je suis ravi d'être là parce que lorsqu'on parle de démocratie et de justice pour les peuples, je suis là. Voilà, je serai toujours partant. Moi, la question que je me pose, voilà, parce qu'on parle effectivement de Wagner, on parle de ces groupes de l'État islamique. J'ai souvenance d'avoir entendu l'ancien directeur de la DGSE, Alain Juillet, que tout le monde connaît ici, dire lui-même sur des vidéos YouTube, etc., que l'État islamique a été à plusieurs reprises, depuis le début quasiment, Hillary Clinton l'a dit aussi, je veux dire, beaucoup de responsables américains ont reconnu qu'ils ont financé l'État islamique dans le but de déstabiliser tant le Moyen-Orient, donc le Middle East comme ils disent, que l'Afrique. Voilà. Est-ce que moi j'ai souvenir lorsqu'il y a eu les putschs au Sahel, donc que ce soit le Burkina Faso, le Mali, etc. J'ai souvenance d'avoir entendu Victoria Nuland, qui était donc, comme tout le monde la connaît, dans le gouvernement Biden, qui a dit que les boys là-bas, elle les avait appelés les good boys. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas la main aussi, parce que c'est un affrontement occidental, l'Afrique, c'est pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas la main des États-Unis aussi là-bas? Voilà, c'est la question que je me posais. Voilà. Quel est votre avis là-dessus? Merci. Dont l'origine est documentée et connue de tous aujourd'hui, l'État islamique, moi je ne connais pas son origine, je ne connais pas sa genèse. Qu'ils aient pu être financés au départ par des services de certains pays, c'est tout à fait dans l'ordre du possible, surtout vu la zone du Moyen-Orient qui est vraiment un nid d'espions. Mais
quand ils sont arrivés au Sahel au départ, tout le monde a dit, voilà, c'est avec les armes venues de Libye que le terrorisme est arrivé au Sahel. Bon. C'est ce que j'appelle réduire un problème multifactoriel à un seul de ces facteurs. Il n'a pas suffi que les entrepôts d'armes de la Libye soient ouverts aux 4 vents pour que le terrorisme apparaisse comme par enchantement au Mali. La deuxième question que je pose aux gens, c'est la suivante. Le Mali n'a aucune frontière avec la Libye. Comment ça s'est fait que la chute de Kadhafi a déstabilisé immédiatement le Mali quelques mois après et aucun des pays voisins limitrophes de la Libye? Quand je pose cette question à mes amis maliens, en général, ils ne me répondent pas. La réponse est très simple. Il y avait autant de mercenaires tchadiens, maliens, nigériens, soudanais dans la légion islamique de Kadhafi que de Touaregs maliens. La différence, c'est que les autres n'ont pas pu retourner chez eux avec armes et bagages. Alors qu'au Mali, le général Agdagem, qui sera ensuite le chef militaire du MNLA, lui, il est rentré avec 3 bataillons motorisés. Vous comprenez, 3 bataillons motorisés qu'il a cantonnés dans la région de Kidal. Et au lieu de les désarmer à la frontière, comme Issoufou l'avait fait au Niger, comme Déby l'avait fait au Tchad, comme ça avait été fait au Soudan, on les a laissés rentrer avec armes de bagages et en plus, je me rappelle, ça m'avait choqué, a été envoyé une délégation gouvernementale et parlementaire pour leur souhaiter la bonne arrivée au pays. Ben, on ne va pas saluer des étrangers les mains vides. Bon. donc voilà pourquoi c'est au Mali que ça a commencé et pas au Niger ou au Tchad, tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, depuis 2019, nous savons que ces groupes-là s'autofinancent très majoritairement. Qu'ils aient d'autres petites sources de financement peut-être, mais elles s'autofinancent. Il suffit de prendre une carte de ces pays-là et vous regardez le schéma de diffusion de ces mouvements. Vous allez voir que comme par hasard, ça suit l'emplacement des forêts classées et des mines d'or artisanales, comme par hasard. Donc elles vivent sur la bête, comme les armées de Napoléon. Hein. Napoléon n'avait pas de logistique. Hein. L'armée napoléonienne vivait sur la bête. Donc, ces groupes-là s'autofinancent largement et très bien. Et donc, ces groupes-là s'autofinancent très bien et leurs sources de financement sont en train de s'élargir. Il y a des études là-dessus, il faut juste avoir envie de les lire. Et puis, pour leur armement, aujourd'hui, leur premier fournisseur d'armes au Burkina Faso, c'est Ibrahim Traoré. Il y a des véhicules blindés qui ont été présentés. Un jour, 3 jours après, ils étaient aux mains des terroristes. Et encore une fois, hein, quand moi j'ai dit terroriste, il faut mettre beaucoup de guillemets autour. C'est parce que je n'ai pas un autre mot pour ne pas faire de longues phrases. Donc les armes passent directement de nos forces de défense et de sécurité et de nos VDP directement dans les mains des terroristes. Et il y a même Jafar Diko, donc celui qui est mon illustre voisin dans la liste des Wanted au Burkina, qui a fait une vidéo la semaine dernière où il remercie Ibrahim Traoré. Il dit que tant qu'Ibrahim Traoré est là, eux n'ont pas de problème d'approvisionnement en armes et en munitions. Voilà. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jafar Diko lui-même qui le dit. Donc voilà. Merci. Oui, c'est la première question. En fait, oui, c'est ça. Une autre question, s'il y a une autre question. Sinon, j'ai un petit truc à
apporter. En tant que représentant point focal du 2R3S, le réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, bien avant, nous avons pu mener des études, des enquêtes qui ont montré que, comme l'a dit Max Omé, qu'il y a des sources de financement endogènes du terrorisme. En fait, il y a de ces opérateurs qui achetaient peut-être des marchandises en contrebande, qu'ils mettaient dans des containers et ils les faisaient traverser. Par exemple, quelqu'un qui déporte sa marchandise au disons en Côte d'Ivoire. Et il dit que la marchandise a pour destination finale le Niger. Et il doit traverser de la Côte d'Ivoire au Burkina pour le Niger. Maintenant, arrivé à la zone des 3 frontières, on déporte la marchandise là-bas pour éviter les frais douaniers et tout contrôle. Et c'est la même chose pour le carburant. Et ces gens ont toujours combattu l'installation de l'administration à travers des représailles contre soit la police, la gendarmerie, les douanes, pour pouvoir bien mener leur business. Et ça aussi, c'est une forme de financement du terrorisme. Ils prennent des jeunes à qui ils achètent des armes, à qui ils achètent un smartphone, à qui on donne 200 000 francs par mois. Et ceux qui font le trafic du carburant aussi, c'est la même chose. Ils achètent des motos à des jeunes, on leur donne une arme ou bien des armes et on leur donne des bidons de 20 litres. Donc, ils remplissent ces bidons qu'ils ont dépotés à la frontière pour éviter les frais douaniers et ils les font rentrer dans les 3 pays. C'est la même chose pour la cigarette, c'est la même chose pour autres. Et c'est comme ça que le financement intérieur du terrorisme s'organise. Voilà ce que je peux ajouter à ce que... Ils ont même poussé l'ironie jusqu'à mettre à prix, parce que nous, on est sur une liste de personnes recherchées. Mais Jafar Diko et ceux qui sont sur la liste historique, il y avait des primes pour leur capture ou pour toute information permettant de les capturer. Eh bien, après la nouvelle diffusion, le génie a poussé l'audace jusqu'à mettre à prix la tête d'Ibrahim Traoré. Je ne sais plus combien de millions c'était, mais bon, ma foi, ça a de quoi susciter des vocations des chasseurs de primes, quoi. En fait, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, il est sur les nerfs, il est à cran, il l'arrête à tout va, parce que chaque fois qu'il sort faire des déclarations, en fait, le génie lui répond par un pied de nez que personne n'a besoin de sous-titrage, quoi. On comprend qu'il lui répond du tac au tac, en fait. Donc, du coup, maintenant, il en veut à tous ceux qui mentionnent, qui font le lien entre ces déclarations et les attaques qui ont lieu sur le terrain, et ils les accusent de faire la communication des terroristes. Et comme ça ne suffit pas, ils disent que derrière même c'est les terroristes eux-mêmes. Voilà. Donc, on prend une deuxième question s'il y en a, sinon on va continuer. Ok, donc on passe au sujet suivant sur le Mali. Monsieur Ismaël Sako, coordinateur de la coalition pour le Sahel. Oui, le second sujet a trait sur, on va dire, l'éventuelle possibilité de dissoudre les partis politiques du Mali. Il y a la charte des partis politiques en question qui est en révision, la charte de 2005. Sous la transition de Assimi Goïta, à 2 fois, ils ont tenté de la réviser. Et cette fois, je pense que pour eux, c'est la bonne. C'est la bonne parce qu'ils ont fait les assises. Ils ont fait les assises dites de la refondation à Bamako avec un certain nombre de palettes de recommandations. Parmi lesquelles recommandations, il était question évidemment de réduire probablement le nombre de partis politiques ou de restreindre les conditions de création de ces partis politiques. Ce n'est pas nouveau. Le dialogue national inclusif de 2019 avait fait la même proposition. Je me rappelle moi-même chef de parti politique à plusieurs forats de rencontres à l'intérieur du Mali. Nous avons estimé que le nomadisme politique doit être sanctionné. Nous avons estimé que la création des pôles, des regroupements de partis politiques, pour qu'on ait 4, 5, 6, 8, maximum 10 pôles de grands ensembles de partis politiques qui peuvent compétir, est une très bonne chose pour notre démocratie et lutter contre ce qu'on appelle le népotisme et le clientélisme politique avec l'achat des consciences. Donc, c'est pas de nouvelles recommandations. Maintenant qu'on passe à la pratique et que dans cette pratique, in fine,
en arrière-plan. Il n'est pas question de réduire le nombre de partis politiques. Il n'est pas question d'aller vers ce que les Maliens eux-mêmes ont demandé, mais c'est plutôt aller vers la dissolution des partis politiques. Alors que les partis politiques sont régis par une loi, sont validés en termes de multipartisme, donc de démocratie, par la loi fondamentale de notre pays, qui est la démocratie, je veux dire la Constitution, qui n'autorise pas à la fois de toucher aux principes républicains et laïques de notre pays, de ne donc pas toucher au multipartisme, quoi qu'il advienne. Qu'on aille au référendum, on ne doit pas toucher à ces éléments-là, qui sont sacro-saints, parce qu'on se rappelle que la démocratie a été arrachée par le prix du sang en 1991. Donc c'est un soubassement solide, socle. Donc dire qu'on va vers la dissolution de nos partis politiques, pour nous c'est une insulte, c'est un recul démocratique. Il faut condamner cela, et c'est pourquoi je disais que les partis politiques maliens, pour une fois en 5 ans, ceux qui ne se parlaient même pas, ceux qui ne travaillaient pas ensemble, ceux qui étaient en chien de faïence, ont compris que c'est leur survie. Pas leur survie en tant qu'individu, mais leur survie en tant qu'idéal. Les idéaux de 91 sont en train d'être dévastés. Alors, est-ce qu'on peut demander à la population de décider du choix de maintenir ou de dissoudre les partis politiques sous prétexte que, selon la ministre des Institutions, des réformes institutionnelles, que c'est les populations qui doivent choisir et avoir le dernier mot, et que le référendum ou alors le peuple, la voix du peuple serait au-dessus de la Constitution. Mais n'oublions pas que cette Constitution a d'abord été votée par le peuple. Une fois qu'elle a été votée par le peuple, avec des articles validés par le peuple, tant qu'on n'a pas fait un référendum sur la question des concertations, des consultations groupusculaires, partisanes, avec en arrière-plan des éléments de réponse donnés, avec des éléments de langage préparés, concis, et pour que la population ou les participants soient conditionnés à dire ce que la junte veut. Ce n'est pas réfléchi, voulu par ces participants. Et le choix de ces participants pose un problème parce que ce n'est pas des gens qui ont décidé de participer sur la base d'un choix de leur association, de leur fêtière ou de leur parti politique. C'est des gens qui ont tout simplement été choisis soit par le maire, soit par le préfet, soit par le gouverneur, pour qu'ils viennent cautionner une trahison. Et c'est la raison pour laquelle les partis politiques, on voit ce qui va se passer. Et ce n'est pas normal. Alors si Assimi Goïta était respectueux de ses engagements, comme lorsqu'il a prêté serment en disant qu'il allait respecter la démocratie, le multipartisme, l'unité et la cohésion nationale, c'est lui qui le dit lorsqu'il prête serment. Il a compris que les Maliens ne l'ont pas suivi. Et que quand les partis politiques décident d'agir dans ce sens, ils ont le soutien d'une bonne partie des Maliens. Et vous comprenez que, fort heureusement, contrairement à l'idée qui a été véhiculée, que les partis politiques et les politiques sont rejetés, et qu'on ne veut plus parler de démocratie dans notre pays, archi faux. L'exemple de cette sortie illustre, conforte que si au début de la junte, de la dictature, les gens n'avaient pas compris ce qui se préparait, parce que 60 à 70% de notre jeunesse n'ont pas connu l'ère dictatoriale, n'ont pas connu les dictatures de Moussa Traoré. Pour eux, ils avaient à peine, certains n'étaient pas nés, d'autres étaient très jeunes. Pour eux, c'est peut-être une embellie. Et rapidement, au bout de 2 ans, 3 ans, ils se sont réveillés brutalement. Ils ont compris que ce n'est pas la voie qui doit être la nôtre pour dessiner l'avenir, le devenir du Mali et des Maliens. Donc cette volonté jusqu'au boutiste de casser le cou ou de tordre le cou à la démocratie et à la Constitution ne doit pas prospérer. Et c'est pourquoi dans mon introduction, j'ai salué le courage de ces hommes qui de dedans ont haussé le ton. Et que nous ici, nous portons leur voix parce que nous sommes aussi leur relais. Et nous sommes en communion, en vase communicant, de eux à nous, de nous à eux. De façon autonome, indépendante, quand nous estimons que ce n'est pas bon, nous le disons. Maintenant, sur la crise algérienne. Moi, je dis encore une fois de plus que lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre par intérim actuel du Mali, alors il était PM par intérim, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement aux Nations Unies, il tacle l'Algérie et va jusqu'à dire chaque balle tirée, ils réagiront par réciprocité. C'est pas moi qui le dis, il le dit haut et fort devant tout le monde.
Ils ont fait croire à toute l'Afrique que le Mali était le pays le mieux équipé et le plus puissant. Et qu'ils avaient à la tête des jeunes officiers colonels fringants. Alors les Maliens ont cru à ce rêve en disant qu'ils avaient un Soundiata Keïta qui était revenu peut-être, l'épopée mandingue va se réécrire. À la grande surprise de tout le monde, lorsque le drone malien franchit l'espace algérien, je confirme que ce n'est pas la première fois. Et je le confirme parce que Tenzawaten, lorsque en novembre 2024, des cadres de CSP devenus FLA s'étaient réunis à Tenzawaten et qu'après cette rencontre, qui s'étaient retirés, ils prenaient leur petit déjeuner côté Tenzawaten, Algérie, il y a le drone malien qui a quand même tué 8 ou 10 de leurs cadres. Et après recoupement et échange, il s'est avéré que le drone malien a tué ces cadres du CSP sur le territoire algérien. Donc c'était l'une des violations dont j'ai été alerté. Alors moi j'estime que quand tu violes le territoire de quelqu'un et qu'on abat ton engin, alors que l'Algérie avait alerté les Maliens en disant attention, ne vous approchez pas trop de nos frontières, ne franchissez pas l'espace algérien, sinon nous allons abattre vos engins. Et que l'engin est abattu, ben, les Maliens ont dit le Rambo de Farabougou dans l'hélicoptère qui a fait rêver les Maliens va probablement descendre dans l'arène. Et à la grande surprise, la réciprocité assimite a été de jouer à la victimisation et de crier haut et fort pour dire que Maliens sortez me défendre. Ma réciprocité, c'est dans les rues de Bamako. Ma réciprocité, c'est dans le CCB de Bamako. C'est dans les rues de Kati. La réciprocité d'Assimi Goïta, c'est de demander à quelques Maliens de la diaspora malienne de France de sortir dans les rues de Paris et dire que nous avons été agressés par l'Algérie. Assimi a reculé. Il s'est terré comme une carpe. On a compris que l'éléphant est arrivé avec un pied cassé. Les Maliens sont dessus. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu remplir, n'ont pas pris le palais de la culture de Bamako qui fait 3000 places pour que les Maliens expriment leur ras-le-bol. Et le boulevard de l'Indépendance n'a pas accueilli les Maliens. Et ils ont été incapables de prendre le palais des sports qui fait 5000 places, malgré l'argent qu'ils ont pu distribuer. Et à contrario, lorsque la CEDEAO sanctionne le Mali et que des Maliens sortent pour sortir contre cette sanction, même si l'argent a circulé, il y a eu quand même 40% des Maliens qui sont sortis parce qu'ils étaient contre ces sanctions. Le boulevard avait refusé du monde. Mais l'Algérie a agressé, on ne parle de souveraineté, on ne parle de soutien populaire, et les Maliens sortent pour soutenir. C'est un CICB qu'on prend à Bamako. Quelle déception. Donc pour dire qu'aujourd'hui l'Algérie et le Mali sont des pays frères. Nous avons des peuples qui ont toujours vécu de façon harmonieuse et qui ont commercé, et que Tombouctou, Gao, Kidal ou Ménaka vivent du commerce entre l'Algérie et le Mali. Nous n'avons pas besoin de cette guerre. Nous avons besoin de cultiver la paix. Nous espérons qu'il y aura des nations, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Sénégal ou que ce soit l'Afrique du Sud, pourront peut-être un jour intercéder et que la médiation portera. Et que nous allons nous réconcilier pour construire nos espaces ensemble. Mais souvenez-vous que quand ces trois pays, le Mali, Burkina, Niger, se retrouvent dans une confédération pour dire que nous sommes solidaires, y compris militairement, parce que l'Algérie, c'est l'Algérie qui avait dit à l'époque à la CEDEAO, si vous accusez, si vous taclez le Niger, j'interviens. C'est l'Algérie qui avait dit mon espace aérien ne sera pas ouvert pour que vous puissiez combattre tel pays ou tel autre pays. On se souvient de cela. Mais aujourd'hui, c'est le Burkina Faso et le Niger qui disent nous, notre espace aérien reste ouvert. Une faille au sein des trois pays. Assimi reste isolé dans sa propre confédération. Et son allié stratégique avec lequel il traficote, on va dire, le commerce de l'or, qui est la Russie, n'a pas pipé mot, n'a pas non plus envoyé un simple courrier ou message ni téléphone de soutien, et ne s'est pas interposé entre l'Algérie et le Mali. On espère que la Russie le fera. Mais pour dire à quel point Assimi Goïta est isolé. Et ce n'est pas non plus la Chine qui exploite aussi l'or avec Assimi Goïta au Mali, qui est aussi un des alliés stratégiques de la Russie, qui ne s'en mêle pas. Pas un seul courrier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais nous sommes, au-delà des hommes politiques, nous sommes d'abord des citoyens. Nous avons nos familles. Nous ne voulons pas de guerre.
nous voulons la paix. Nous demandons aux Algériens et aux Maliens de trouver le cadre, les canaux qu'il faut pour se retrouver, pour se parler. Après, s'ils veulent tenir le col entre eux à l'abri des regards et des médias, pourquoi pas? Ce sera la petite bataille de braves. Mais devant le peuple, devant les médias, nous voulons que diplomatiquement, cette crise soit enterrée. Voilà ce que je veux dire. Et nous nous prêtons à vos questions pour qu'on puisse passer au témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sako. Voilà, vous avez dû constater que Sako a développé 2 thématiques, notamment le discours qui actuellement fait rage, qui concerne la dissolution des partis politiques au Mali. Toute chose qui n'est pas nouvelle parce que déjà en 2019, le dialogue national a eu à se pencher sur ces questions relatives notamment à la diminution des partis politiques et au combat contre le nomadisme, voilà, et à la création, et aux conditions de création de nouveaux partis politiques. Tout ça, ce sont des thématiques quand même qui ont été développées bien avant ces assises qui sont en train d'avoir lieu. Et contrairement à ce que nous avons dû constater, c'est que les assises devaient refléter peut-être les conclusions du dialogue national intermalien et qui demandent les mêmes choses qui les ramènent sur la table. Mais là, ce qui est sur toutes les bouches, c'est la dissolution des partis politiques, pure et simple. Et donc, du coup, ces partis politiques sont régis par la Constitution de la République du Mali. Donc, il n'y a pas question, aucune assise ou bien aucun regroupement ne peut permettre de dissoudre ces partis politiques sans passer à un référendum. Et qui parle de référendum aujourd'hui parle de changement de constitution alors que nous venons de voter une constitution, une toute nouvelle constitution. Donc il s'est ensuite penché sur la crise algérienne. Il a rappelé quand même qu'à la tribune des Nations Unies, l'actuel Premier ministre, qui en son temps avait représenté le Mali sur la tribune des Nations Unies, avait dit que coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Mais suite à l'abattage du drone malien sur le territoire algérien par l'armée algérienne. Alors voilà, des gens qui sont repartis la queue entre les jambes, si je peux m'exprimer ainsi. Je peux emprunter les mots du président Ismaël Sako pour qualifier ce qu'il en était. Donc du coup, ils n'ont pas eu cette fois-ci à mettre en exergue en exécution leur slogan favori qui était quand même œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup, et cette réciprocité tant prônée. Donc il a aussi un peu revenu quand même sur l'amitié qui lie les peuples algériens et maliens et les peuples algériens et sahéliens en plus, parce que quand ces 3 pays se sont coalisés et ont essayé de déclarer la guerre à la CEDEAO, quand la CEDEAO voulait vraiment mettre un terme à la propagation des juntes, tout de suite l'Algérie a dit non, ce n'est pas notre aéroport, notre espace aérien que vous allez utiliser pour combattre ces pays amis et frères. Donc, nous n'allons pas vous permettre ça. Et ça, c'est en guise d'amitié. Donc, aujourd'hui, le souhait de la coalition, c'est que nous retrouvions le plus rapidement possible des voies et moyens pour aboutir à une paix durable. Des pays qui seront susceptibles peut-être d'intervenir et d'intercéder peut-être de part et d'autre pour que ces 2 pays frères et amis puissent revenir comme en temps, revenir vraiment sur de bonnes bases de coopération. Les problèmes entre 2 pays se gèrent à travers la diplomatie et non à travers les médias et non à travers des pics. Donc voilà, grosso modo, ce dont a parlé M. Ismaël Sako. Et non, mais en fait, c'était pour dire que la suppression, le projet de suppression des partis politiques au Mali n'est pas une surprise. Le Niger a déjà pris. Parce que quand vous regardez, le Niger qui est le dernier arrivé dans le trio, il est le plus en avance sur leur projet.
Leur projet, c'est quoi? C'est le retour des dictatures militaires des années 80. D'accord? Et en surfant un peu sur la vague néo-panafricaniste, c'est des révolutions agraires autarciques. C'est ça leur modèle. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblera le plus, vous prenez l'Albanie de Enver Hoxha ou vous prenez l'Érythrée de Ézéas Afewerki. C'est ça le modèle. Il faut miroiter à la jeunesse qu'ils veulent prendre un exemple comme la Chine, qui sur le plan politique est une dictature et sur le plan économique, une économie tout à fait libérale, modulo quelques petites choses, mais c'est pas ça. C'est pas le modèle chinois qu'ils vous proposent. Ce n'est même pas le modèle nord-coréen. Ce n'est même pas le modèle nord-coréen. C'est le modèle de Enver Hoxha, l'Albanie d'Enver Hoxha et le modèle de l'Érythrée d'Ézéas Afewerki. Si vous voulez avoir une idée précise de ce vers quoi ils nous conduisent, intéressez-vous à vos deux cas. Et c'est le même projet qu'ils ont dans les trois pays. Donc, ils vous diront que la démocratie, aucun pays ne s'est développé avec la démocratie, ce qui est faux historiquement. Les États-Unis n'ont jamais connu un autre système que la démocratie. La Suisse n'a jamais connu un autre modèle que la démocratie. Par exemple, ils n'ont pas eu des royautés, comment on appelle ça? Ils n'ont pas eu des monarchies. Et ça a été directement le modèle démocratique. Bon. Et puis à la limite, très bien. Mais alors qu'ils nous montrent un seul pays qui a été développé par la dictature. Il n'y en a pas non plus. Donc, aujourd'hui, si je vous demande quelle est la dernière fois que vous avez entendu parler de l'altermondialisme? Vous vous souvenez de l'altermondialisme? Il y a quelques années, on ne parlait que de ça dans les médias. L'altermondialisme, il y a eu le sommet de, je ne sais plus où au Brésil là-bas, le sommet de... Oui. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, plus personne ne parle de l'altermondialisme. Et moi, mon pari, c'est que dans quelques années, l'altermondialisme, ça a tenu le monde en haleine pendant 20 ans. Mais leur néo-panafricanisme à la con, ça ne va pas tenir 5 ans. Regardez la Centrafrique, qui a été la première à essayer ce modèle-là. Où ils en sont aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens sont en insécurité jusqu'à leur domicile à Bangui. Parce qu'ils sont victimes de braquage chez eux à domicile à Bangui. Touadéra ne contrôle rien en Centrafrique. Vous pouvez demander à des amis centrafricains, c'est Wagner qui dirige à Bangui. Ils ont les douanes, ils ont les impôts, ils ont l'aéroport. C'est Wagner qui dirige la Centrafrique. Et eux-mêmes, ils ne dirigent pas plus de 100 km autour de Bangui. Donc si vous voulez voir vers quoi l'AES nous conduit, faites un petit tour en Centrafrique. Ça vous donne un avant-goût de vers où on nous conduit. Merci. Donc, on va prendre les témoignages, Mohamed, s'il te plaît. Donc, voilà, on va donner la parole à Rissa. Rissa qui est un Malien de Gao. Donc, tu vas témoigner par rapport à la situation brillante des missions des mercenaires russes de Wagner sur le territoire malien et les exactions qu'ils font sur les populations civiles. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Rissa Ag, je suis Touareg, ressortissant de la région de Gao. Donc je suis arrivé ici le 28 septembre 2022 dans le cadre de mes études après avoir obtenu ma licence en sociologie en Algérie. J'ai dû passer par les campus France pour essayer d'aller me construire ailleurs.
puisque je savais bien ce qui m'attendait dans les pays de chez nous en Afrique. Je savais bien que la méritocratie n'avait pas sa place là-bas, donc qu'il fallait aller ailleurs pour se construire et faire parler de lui et revenir pour essayer de construire quelque chose d'intéressant. Donc pour les témoignages, j'ai préparé un petit mot. Donc ça va aussi être la première fois que je prépare quelque chose avant de m'adresser à un public. Donc je vous avoue que j'ai la flemme de parler et que je ne suis bien que derrière mon clavier. Donc ce qui est tout à fait normal pour quelqu'un qui vient de commencer à s'adresser au public. Donc voilà mon petit mot. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre déplacement. Aujourd'hui, ma voix se joint à celle brisée par la douleur et l'indignation des populations du Nord, comme Azawad entre parenthèses, et le Sud du Mali. Je me tiens devant vous pour dénoncer avec la plus grande fermeté les crimes des guerres et les exactions barbares perpétrées par la junte militaire malienne et son sinistre supplétif russe Wagner à l'encontre des communautés arabo-touareg et Peul du Nord, à savoir Gao, Kidal, Tombouctou, Taoudeni, Menaka, ainsi de suite. Le silence assourdissant de la communauté internationale en général et des ressortissants ici de ces régions, particulièrement les arabo-touareg et Peul, face à ces atrocités est une honte qui nous range et devrait nous interpeller. Comment pouvons-nous tolérer que sous nos yeux, des civils innocents, nos parents, nos mamans et nos sœurs, soient massacrés, déplacés et dépouillés de leurs droits les plus fondamentaux, juste parce qu'ils sont de couleur blanche ou simplement Peul? Comment pouvons-nous fermer les yeux sur la terreur semée par d'anciens prisonniers russes, c'est-à-dire Wagner, qui foule aux pieds les conventions les plus élémentaires de l'humanité? Comment pouvons-nous, après tout ce que je viens de vous citer, espérer la paix demain si ceux qui sont censés en être les bâtisseurs se taisent ou consentent? Les témoignages qui nous parviennent tous les jours du Nord, de part et d'autre, et dont je suis sur le point de vous faire part, sont aussi glaçants qu'écœurants. Ils décrivent les villages entiers rasés dans la région de Gao, Ersan, par exemple le 5 octobre 2024, à Masrakat, le 17 mars 2024, où des drones ont opéré des frappes vers minuit et quelques, dans lesquelles une vingtaine de personnes ont péri, des femmes et des enfants, certains dans un centre de santé qui a aussi été bombardé par la suite. À Kidal tous les jours, à Tombouctou tous les jours, et récemment à Tanzawatan, où un drone sur le point d'effectuer une autre frappe sur les civils a été abattu. Plusieurs victimes civiles exécutées à bout portant, dont je n'aurai bien évidemment pas le nombre exact, ont été rapportés. Il s'agit des femmes et des enfants, de violences incalculables d'hommes exécutés sommairement, comme ce fut le cas des Zorho le 13 de ce mois dernier, où des hommes ont été tués à bout portant, ce qui d'ailleurs m'a valu à mon compte d'être banni parce que j'ai partagé cette vidéo. Je tiens aussi à souligner que je suis très actif sur ce sujet et que je publie tout ce qui se passe dans cette région. Donc je pourrais vous dire que je suis dans les 17 000 cas de followers, ce qui me donne une large visibilité médiatique. Derrière tout, les communautés arabo-touareg et Peul sont spécifiquement ciblées, victimes de leur identité, d'une politique de terreur visant à les soumettre par la force et à effacer leur existence, même sur leur propre terre. La junte militaire malienne, au lieu de protéger la population pour laquelle elle dit avoir pris le pouvoir, s'est transformée en son bourreau. Son alliance avec la milice Wagner, connue pour sa brutalité et son impunité dans de nombreux conflits à travers le monde, notamment en Afrique, particulièrement en Centrafrique,
sèment la mort et la désolation sans rendre compte à personne, ce qui favorise le recrutement au sein des populations locales en faveur des terroristes, que ce soit les GENIM ou les IGS, qui promettent sécurité et vengeance à toutes les victimes. Notons que ces terroristes sont bien implantés depuis les années 2000, mais rien n'a été fait. Au contraire, les gouvernements successifs ont contracté avec elles également ce que la gente fait aujourd'hui. Face à cette situation, nous ne pouvons plus, en tout cas moi et ceux avec qui je partage l'opinion, nous contenter de simples condamnations verbales. L'heure est à l'action concrète et il est impératif que la communauté internationale se mobilise avec force pour documenter et enquêter de manière indépendante sur tous les crimes de guerre et les exactions commises au nord du Mali afin que les responsables soient un jour traduits en justice devant les tribunaux compétents. Exercer une pression maximale sur les juntes militaires et ses soutiens, y compris par des sanctions ciblées pour qu'ils cessent immédiatement ces atrocités. Exiger le retrait immédiat des mercenaires de Wagner, des terroristes du territoire malien dont la présence ne fait qu'attiser les violences et l'instabilité. Fournir une aide humanitaire d'urgence aux populations déplacées et affectées par des conflits en garantissant un accès sûr et sans entrave. Soutenir les efforts de médiation, de dialogue inclusif pour parvenir à une solution politique durable qui respecte les droits et les aspirations de toutes les communautés du Mali. Le silence est complice, l'inaction est une faute morale. Nous avons le devoir de nous lever et de dire non à la barbarie. Nous avons également le devoir de nous tenir aux côtés des populations du Nord et du Sud, victimes innocentes de violences aveugles et inacceptables. N'oublions jamais que derrière chaque statistique, derrière chaque titre de journal, il y a des êtres humains, des familles brisées et des vies détruites. Leur souffrance nous interpelle et nous oblige à agir. Que notre indignation se transforme en une force collective capable de mettre fin à ces atrocités et d'ouvrir la voie à un avenir de paix et de justice pour les régions du Nord et du Sud. Je vous remercie. C'est au tour du maître des cérémonies de parler. Donc voilà pourquoi on laisse le président parler, parce que l'honneur est au président de parler. Personne ne parle après le président et c'est le président qui va conclure. Voilà, donc je vais passer à mon témoignage. Donc moi je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Ag Ahmedou Mohamed. Je suis diplômé en sciences de l'éducation, maîtrise, Bac plus 4, depuis 2010 au Mali. J'ai été un enseignant sac à dos, c'est-à-dire j'ai enseigné du primaire et jusqu'au lycée. Donc en 2010, je faisais partie des mouvements associatifs Afous qui a créé le MNA au Mali, le mouvement national de l'Azawad, qui n'était pas un mouvement qui allait prendre des armes. C'est pour cela que moi, je n'ai pas fait partie. Parce que moi, je militais pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait le développement au nord. Je militais pour qu'il y ait l'équilibre. Parce que je l'ai hérité de mes parents. Mon père, paix à son âme, fait partie de la première promotion de la gendarmerie nationale du Mali. Je suis né dans une caserne au Mali, à Larneb. Donc j'ai grandi dans tous les Mali. Donc je fais partie de ces Maliens qui ont des problèmes avec tous les Maliens. Quand je suis avec les sudistes, j'ai des problèmes avec les sudistes parce qu'ils disent que je défends les nordistes. Quand je suis avec les nordistes, on m'enlève des groupes WhatsApp. Parce que j'essaye de donner des réalités que d'autres ne connaissent pas, afin de chercher l'équilibre. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, la situation fait qu'on ne peut pas laisser
ce moment difficile passer sans donner notre mot. Parce qu'on risquera de se lamenter. Donc, la situation est que moi, j'ai été finalement converti journaliste en 2012 à l'agence mauritanienne de presse, qui était auparavant Nour Info. Et j'ai fini par bosser en tant que pigiste à l'agence turque de presse Anadoli jusqu'en 2017. Et j'ai pigé à gauche, à droite. À un moment donné, j'ai créé mon propre cabinet au Mali de consultance en paix, gouvernance, sécurité et développement local. Jusqu'au moment où la situation est que quand vous travaillez sur ces questions, vous avez une luminosité que beaucoup n'ont pas parce que vous êtes quelqu'un qui fait des cartographies, qui part voir toutes les tendances. Donc, c'est ça qui fait que j'ai vite vu la prétention de la gente. Et ça m'a touché de voir des gens que je connais, que j'ai aidés, qui se sont fait massacrer par des mercenaires russes de Wagner, comme par exemple Amelouche, un chef de village, ainsi que 10 personnes en octobre 2023 à côté de Nampala, un vieux auquel moi-même j'ai participé à l'opération de ces IE à Fana au Mali. Et j'apprends qu'il a été massacré et que sa famille a fui vers la Mauritanie dès lors. Et après, il y a eu le cas de Ersan, du village de Ersan, du 5 octobre 2023, qui est entre Gao et Kidal, où des personnes ont été tuées, 17 personnes ont été tuées et minées par Wagner. Le 7 novembre 2023, à Kidal, j'apprends la mort d'Aski Wagwanin, ingénieur topographe à Kidal, qui n'a jamais fait du mal à personne, que j'ai connu. J'ai été à Kidal en 2011 pour aller dans une de nos familles où on a perdu le cousin germain de mon père, qui était gendarme, qui a pris la retraite à Kidal et qui est resté à Kidal, dont ses enfants sont devenus des Kidalois. Et c'était Aski Wagwanin qui m'a amené dans sa voiture à Kidal. Et j'apprends sa mort atroce par un tir de drone, ainsi qu'un cousin à moi dont son père a servi en tant qu'enseignant à Kidal, qui est auxiliaire vétérinaire et que le drone ampute son pied, qui n'a jamais cherché à être dans un mouvement rebelle ou à être dans un truc politique. Donc, il y a aussi beaucoup de choses ont survenu. J'ai vu que le climat à Bamako, on me traite, quand j'ai le président des associations des municipalités du Mali, qui est à Ségou, M. Dambélé, qui me traite d'un terroriste lors d'une conférence. Lui, il en est témoin, qui dit quelle est la différence entre un journaliste et un terroriste. Amidou était le modérateur, je le prends à témoin. C'est leur colloque. Donc j'ai pu lui répondre comme un petit frère à son grand frère, ou bien un enfant à son père, parce qu'il a l'âge de mon père. Parce qu'on a trait à voir des gens et on ne sait pas entre qui et qui. Donc, voilà. Et le 20 octobre dernier, à Inadjatafan, un village fondé par nos parents, a été visé par un tir de drone, 16 personnes, dont 2 bébés, et l'acharnement sur la région de Tombouctou par Wagner, le cercle de Gargando, le 4 décembre 2024, le 15 et le 16 février 2025, beaucoup de personnes sont mortes, je ne peux même pas calculer. Des innocents ont été tués. Et le 15 janvier, pendant que nous venons de finir la manif, le 11 contre la gente malienne, la diaspora ici, le 15 et le 16 janvier à Zarho, Wagner vient et tue 5 personnes. Et parmi les 5 personnes, le fils du chef de village, qui est en contact avec le gouverneur, avec le commandant des zones de l'armée malienne. Il tue froidement son fils par décapitation, alors qu'il
il y avait eu un affrontement entre l'armée malienne et un mouvement rebelle en octobre 1994 à côté des Zarho. Et c'était le chef de village des Zarho à l'époque qui était conseiller, Zinoren Yagane Dam, dont Wagner a tué son fils, qui a sauvé 3 militaires maliens. Et il les a ramenés au chef de village d'alors, qui était un vétéran de la gendarmerie. Et on tue froidement son fils. Et le vendredi 11 avril, Wagner revient encore pour prendre 50 000 litres d'essence, tuer le fils du grand frère du chef de village qui a créé, tuer son fils, enlever 19 personnes, dont l'imam de ce village, à cause de 50 000 litres d'essence, qui sont d'ailleurs même déclarés aux autorités régionales. Et aujourd'hui, on est en train de suivre pas à pas nos parents qui ont été enlevés le 11 avril 2025. On est aux portes de la Croix-Rouge, on est aux portes de la gendarmerie, du gouvernorat de Tombouctou, du commandant des zones. On est en train de demander des explications parce qu'on ne comprend pas. Et cet acharnement, nous demandons protection à tous les Maliens. D'abord, de tous les pays, et nous demandons aussi protection à la communauté internationale de regarder ce qui se passe au Mali et de mettre la pression sur cette junte pour que ces acharnements cessent. Donc la liste est longue, je ne peux pas tout citer. Donc je donne la parole au modérateur pour qu'il puisse vraiment... Merci beaucoup. Qui fait pleurer. Nous allons prendre des questions par rapport aux interventions de M. Ismaël Sako. Nous allons prendre deux questions, si vous avez des questions. Sinon, nous allons passer le micro au doyen. Oui? J'ai juste une question. Est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que Wagner est en roue libre, puisque c'est une société privée, ou c'est le gouvernement russe qui est derrière? Voilà, c'est ça la question. Oui, merci encore une fois de plus pour la question que vous nous posez. Est-ce que c'est le gouvernement russe qui est derrière Wagner? On ne saurait le dire. Je me rappelle très bien que les autorités de Bamako ont longtemps nié la présence de Wagner au Mali et de leur collaboration avec des mercenaires. Parce qu'on se rappelle que dans les années 2000, le Mali avait signé une convention qui l'interdisait de contractualiser avec des mercenaires. Reconnaître que l'État malien travaille avec des mercenaires, c'est donner la possibilité, effectivement, aux partenaires techniques et financiers que nous avons connus des pays de l'OTAN de couper l'aide, de couper tout appui. Et c'est ce que le Mali vit aujourd'hui. Il se trouve dans l'autarcie. Finalement, on se souvient finalement que c'est Poutine, lorsqu'il reçoit le président français Emmanuel Macron en Russie, à Moscou, qui va dire dans le face-à-face qu'effectivement, Bamako a contractualisé avec des mercenaires, une société privée, il dira société privée. Donc c'est Poutine qui a lâché la junte. C'est Poutine qui a confirmé que Bamako traitait avec Wagner, les mercenaires, une société privée. Mais Poutine n'a jamais dit que Wagner travaillait pour l'État russe. Et on se souvient que récemment, depuis quelques mois, on va dire presque une année, l'État russe tente de faire venir Africa Corps, qui est même au Mali en remplacement de Wagner. Parce que nous avons tous condamné les exactions de Wagner et pour ces exactions soutenues, voulues par la junte malienne, cette même junte doit répondre devant la Cour pénale internationale pour tous les crimes que Wagner a commis. Donc je ne confirme pas que l'État russe est derrière Wagner. Je n'ai pas la preuve matérielle, même si la milice Wagner a un lien avec Moscou. Ils ont un lien, mais je n'ai pas les détails du lien. Et Wagner est appelé... Il n'est pas exclu que Wagner ait des liens.
les chefs de Wagner. On a vu Prigojine en lien avec Poutine, on a vu Prigojine et Poutine qui se sont clashés, et Prigojine qui avait menacé de renverser Poutine. On a vu comment Prigojine terminé, comment la mort tragique, comment son avion a été, on l'a descendu en plein vol, et que l'enquête devait être menée. Jusqu'ici, pas de nouvelles. Donc on peut comprendre qu'il y a un lien incestueux, financier, mercantile, mafieux, qui permet à travers Wagner de financer effectivement la guerre, entre guillemets, la guerre en Ukraine. Oui, la guerre en Ukraine serait probablement aussi financée par, on va dire, les recettes, les dividendes de l'apport de Wagner au Sahel central comme en Centrafrique. Et c'est la raison pour laquelle Tenzawaten 1, on se souvient qu'un des responsables de la communication de l'Ukraine a effectivement confirmé, c'était un officiel, je pense, diplomate, qui disait quelque part qu'ils ont accompagné techniquement ou par quelques moyens que ce soit, appuyé en renseignement, uniquement en renseignement, le CSP qui a maté la colonne Wagner et les militaires maliens. Triste disparition. C'est la réponse que j'apporte à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas une autre question, on va passer à... Ok, donc Newton qui vient d'arriver, on le remercie de sa présence. Il sort aussi d'une mission la continuité de notre travail ailleurs, il vient d'arriver. On voudrait encore une fois de plus demander à tous ceux qui sont ici présents, à ces journalistes qui ont pris le temps de venir nous entendre, nous écouter. L'objectif recherché, c'est de rendre audible notre parole, qu'il y ait notre son de cloche, et que l'opposition politique en Europe, en France en particulier, et en lien avec l'opposition politique malienne à Abidjan, je vais dire en Afrique de l'Est, avec naturellement le président de renouveau El Hadji Touré, avec lequel nous travaillons, et aussi avec notre frère Hossein Guindo, Thiema Hébert Koulibaly ou Omar Mariko et Chérif Koné depuis Abidjan, et d'autres, Ablaye Traoré depuis le Sénégal. Et toute cette dynamique que nous lançons se fait en harmonie avec certains qui sont à Bamako. Et c'est l'occasion de dénoncer les enlèvements de notre camarade Sako, Alou Badra Sako, qui, tout simplement parce qu'il a manifesté pour dire que les taxations n'étaient pas correctes et qu'il fallait s'organiser, et le peuple donne son avis dans la rue. Il a été enlevé. Aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve. Et on déplore l'arrestation, même s'il a été libéré, l'enlèvement de Ibrahim Nabi Togola, qui a été malmené, maltraité, humilié. Encore une fois de plus, nous dénonçons ces arrestations et ces enlèvements. De même que nous avons des leaders du MPPM qui sont en partie aussi en lien avec Omar Mariko, le parti Sadi, qui sont emprisonnés, qu'on n'a jamais voulu accorder une liberté provisoire. Encore une fois de plus, c'est des pratiques de voyous, c'est des pratiques des terroristes. Les terroristes enlèvent, les terroristes maltraitent, briment et terrorisent sa population et règnent par les armes et la terreur. Donc nous sommes au regret de faire ce tableau sombre, mais au-delà de ce tableau sombre, nous sommes convaincus et conscients que nos pays du Sahel central vont se reconstruire, pas sur les ruines, pas sur les cendres, parce que nous éviterons qu'ils s'écroulent, pire que la situation que nous trouvons, que nous vivons aujourd'hui. Nous allons porter ces pays, nous allons travailler avec d'autres de l'intérieur, et l'objectif in fine, c'est de faire en sorte que ces dictateurs, ces tortionnaires qui sont au pouvoir, ne restent pas vomis par le peuple, et que le peuple s'assume. C'est le message que je lance, le message de responsabilité du peuple, le sursaut national, la prise en main du destin. Il est temps de sonner la fin de la récréation, et que 2025 soit une année qui donnera le signe d'un renouveau pour 2026, un Mali, un Burkina et un Niger qui se reconstruira avec une nouvelle dynamique, une nouvelle architecture institutionnelle. Merci d'être venu. Nous aurons l'opportunité de nous retrouver à un autre moment pour d'autres sujets d'intérêt national ou international. Merci.